L'entraînement hybride peut être à la fois extrêmement satisfaisant et terriblement frustrant. Frustrant parce que tu t'es lancé à fond, hyper motivé, mais que rapidement ta force commence à stagner ou à décliner, tes jambes sont tout le temps lourdes, t'es constamment courbaturé, t'as du mal à exécuter tes séances de qualité et t'as l'impression de ne jamais vraiment récupérer. Et tu commences à te douter, est-ce que c'est vraiment possible de combiner force et endurance et de progresser dans les deux disciplines à la fois ? Mais le vrai problème, c'est pas tant l'entraînement hybride lui-même, c'est la manière dont tu structures et planifies ton entraînement. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 erreurs les plus fréquentes qui plombent ta progression en tant qu'athlète hybride et surtout comment les éviter et quoi faire à la place. La première erreur, c'est de superposer un programme de force et un programme de course à pied. C'est l'erreur la plus classique quand on débute l'entraînement hybride. Soit tu viens du monde de la musculation et tu suis déjà un programme de force, mais tu as maintenant aussi envie de te mettre à la course à pied, alors tu rajoutes un plan de course par-dessus ton programme de force. Ou alors, tu cours déjà ou tu pratiques un autre sport d'endurance, mais tu aimerais ajouter de la force et de la musculation dans ta pratique. Alors tu gardes le même volume de course, mais t'empiles un programme de force de 3 ou 4 séances par semaine en plus. Et tu te dis qu'en superposant ces deux programmes, tu vas progresser sur tous les fronts. Mais malheureusement, ça marche pas comme ça. Ces programmes ont été élaborés indépendamment, avec leur propre logique, pour un objectif bien précis et exclusif, et avec leur propre marge de récupération intégrée. Aucun des deux ne prend en compte la charge de travail imposée par l'autre. Si tu fais déjà 4 séances de force par semaine et que tu rajoutes encore 3 à 4 séances de course, tu viens d'augmenter ta charge hebdomadaire probablement de 50 à 100% sans aucune progressivité. Et c'est une augmentation beaucoup trop brutale. Même si les deux programmes stimulent différents systèmes énergétiques, musculaires et physiologiques, chaque nouvelle stimulation est un nouveau stress qui vient s'ajouter à ta fatigue globale. Avec une telle approche, ton système nerveux, ton système musculo-squelettique, tes filières énergétiques, tout est sollicité en continu, sans adaptation et surtout sans récupération suffisante, car les plages de repos du premier programme sont annulées par le second. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entraînement, c'est un stress qu'on impose à notre corps et que ce stress doit être contrôlé. Dans tous les sports, le même principe fondamental s'applique, la progressivité de la charge d'entraînement, qu'elle soit mécanique, physiologique ou même mentale. Si tu dépasses ta capacité d'adaptation, peu à peu, la fatigue s'installe, les performances stagnent, tu régresses et dans le pire des cas, à force de tirer sur la corde, tu te blesses. Et c'est pas tout, parce qu'en superposant deux programmes indépendants, tu rates aussi des synergies potentielles entre les deux disciplines. Par exemple, faire une séance de force lourde pour les jambes le matin peut booster l'activation neuromusculaire et améliorer ta séance d'intervalle à haute intensité en course à pied le soir. Mais si tes séances sont réparties de manière aléatoire, avec de l'intensité chaque jour, sans logique d'enchaînement, non seulement tu ne tires pas parti des synergies, mais en plus, la mauvaise répartition des différentes stimulations peut les faire s'opposer et s'annuler en raison de la fatigue excessive engendrée. La solution, c'est de construire un véritable programme hybride, un système complet, pas une addition de blocs isolés. Un programme pensé dès le départ pour combiner force et endurance, où chaque séance est planifiée en tenant compte du stress physiologique et mécanique cumulé, de ta tolérance actuelle à la fatigue, de tes besoins de récupération. Réduis le volume de ta discipline principale pour laisser de la place à la nouvelle. Introduis la deuxième discipline progressivement pour laisser à ton corps le temps de s'adapter. Et pense en termes de synergie entre les deux disciplines, pas d'accumulation. Un bon programme hybride, c'est pas une addition, c'est vraiment une fusion intelligente. Et c'est ça qui fera la différence entre un entraînement qui te construit et un programme qui t'épuise. Et justement, si tu veux un vrai programme hybride, personnalisé et structuré autour de ton profil, de tes objectifs et de ton emploi du temps, je prends actuellement quelques athlètes pour du coaching et un suivi à distance. Donc si tu veux développer ta force, améliorer ton endurance ou préparer une course ou un autre type d'objectif hybride, et si tu as envie que je t'aide à explorer ton potentiel, tu peux réserver un appel découverte avec moi, totalement gratuit et sans engagement. Tu trouveras le lien en description. Une autre erreur très répandue, c'est de ne jamais laisser de place aux journées faciles. On peut faire cette erreur peu importe la discipline ou le sport qu'on pratique, mais c'est encore plus facile de s'y laisser prendre quand on combine force et endurance, justement parce qu'on a tendance à superposer des programmes élaborés séparément, mais aussi parce qu'on a l'impression qu'en alternant les disciplines, on récupère. Si je fais pas de force aujourd'hui, je récupère, même si je fais une séance de course à la place. En réalité, chaque type d'effort, qu'il soit musculaire, métabolique ou nerveux, ajoute du stress et contribue à la fatigue globale. Le problème, c'est que lorsqu'on combine plusieurs disciplines, on a tendance à mélanger les intensités dans une même journée et surtout à enchaîner plusieurs journées difficiles sans s'en rendre compte.
Exemple typique, lundi, tu fais un gros entraînement de force pour le bas du corps le matin et le soir, tu ajoutes encore une séance de course facile en endurance fondamentale. Le lendemain, tu places une séance d'intervalle ou de VMA en te disant que tu as récupéré. Le mercredi, pour laisser tes jambes se reposer, t'attaques le haut du corps mais avec une séance lourde. Et le jeudi, comme t'as pas travaillé les jambes le jour d'avant, t'enchaînes avec une sortie longue. Pris individuellement, chaque choix semble logique. On a un certain nombre de séances de force et de séances d'intervalle ou de sorties longues ou d'intensité qu'on aimerait caser chaque semaine pour progresser. Mais mis bout à bout, tu viens de créer 4 jours consécutifs avec des séances longues ou intenses sans réelle possibilité de récupération. Et même si ces séances ne sollicitent pas exactement les mêmes muscles, la fatigue, elle, est globale. Charge lourde, impact répété, fréquence cardiaque élevée, longue durée d'effort, tout ça impose une forte contrainte sur les articulations, les tendons, les fibres musculaires et le système nerveux. Résultat, la fatigue s'accumule très vite et la qualité des séances baisse, ce qui réduit notre capacité à produire les adaptations voulues et nous fait stagner, voire régresser, et le risque de blessure augmente, lui, fortement. La solution, c'est de respecter un principe simple. Des jours faciles, vraiment faciles, et des jours difficiles, vraiment difficiles. Idéalement, durant les journées faciles, on va chercher à respecter une cote d'effort ou un niveau d'effort perçu inférieur à 5 sur 10. L'objectif, c'est de garder un volume faible et un effort confortable et contrôlé. Ça peut par exemple correspondre à un footing pas trop long en endurance fondamentale ou de l'entraînement croisé comme du vélo ou de la natation, là aussi à faible intensité. Ces jours-là, on peut aussi éventuellement faire du travail de renforcement, mais axé sur la prévention des blessures, sur les muscles stabilisateurs, du travail de proprioception, du gainage, de la mobilité, et là encore en limitant le nombre d'exercices, la durée et l'intensité. Le but est simple, laisser au corps, aux muscles, aux tendons, au système cardiovasculaire et au système nerveux le temps d'assimiler les entraînements difficiles. Et parfois, pour garder des journées faciles, ça pourrait être utile de regrouper des séances intenses sur une même journée. Et si notre programme est bien pensé, on peut justement combiner des entraînements qui se renforcent mutuellement s'ils sont effectués le même jour, comme des entraînements de force pour le bas du corps et des séances d'intervalle ou de côte, comme je l'ai mentionné dans le dernier point. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est souvent la meilleure stratégie pour préserver la récupération globale et continuer de progresser de semaine en semaine. Jusqu'ici, on a donc vu que le volume total dans un programme hybride était souvent mal géré et que l'enchaînement des intensités pouvait devenir destructeur. Et tu te dis peut-être, d'accord, mais puisque je combine plusieurs disciplines, je vais forcément devoir faire beaucoup de volume. Et j'ai aussi plus de qualité à développer, donc plus de types d'entraînement et plus de séances intenses à intégrer si je veux progresser, non ? Et c'est vrai en partie. En tant qu'athlète hybride, tu as plus de qualité physique à développer. Mais ça ne veut pas dire que tu dois tout faire tout le temps au même niveau. Et c'est justement ce qui nous mène à l'erreur suivante, ne pas avoir de priorité claire en fonction des périodes. Quand on pense à un ou une athlète hybride, on imagine souvent quelqu'un qui progresse dans toutes les qualités physiques en même temps. Elle améliore ses max en force, elle construit de la masse musculaire, tout en courant plus vite, plus loin, plus longtemps. Un record sur 5 km un week-end, un ultra trail le mois suivant et des records en squat et en soulevé de terre entre les deux. Et pourtant, même si on voit certains athlètes hybrides relever des défis combinés très impressionnants, comme Jeremy Miller qui a fait un soulevé de terre à 226 kg et couru 1 mile en moins de 5 minutes le même jour, ils ne développent pas toutes leurs capacités physiques en permanence. Ils organisent leur saison en phases bien définies, durant lesquelles ils ciblent une ou deux qualités ou types d'adaptation spécifiques. C'est ce qu'on appelle la périodisation. C'est un principe fondamental de l'entraînement qui est utilisé dans tous les sports, même par les athlètes qui se spécialisent dans une seule discipline. Personne ne travaille en continu tous les aspects qui entrent en jeu dans leur performance. L'idée est simple, découper l'année en blocs ou phases d'entraînement centrés chacun sur des priorités ciblées et où chaque bloc prépare le suivant. Ainsi, les athlètes peuvent se reposer sur les adaptations produites durant le bloc précédent pour bâtir de nouvelles adaptations. Par exemple, un marathonien va souvent commencer sa préparation par une phase de vitesse et d'intensité, durant laquelle il va travailler peut-être sa VMA et son seuil, associé peut-être à du renforcement en salle, pour améliorer sa force et sa puissance. Il peut ensuite passer à une phase axée sur l'augmentation du volume, avec une légère baisse de l'intensité, mais en allongeant ses intervalles de travail. Et il terminera par une phase spécifique à son objectif, centrée principalement sur le travail de son allure marathon et sur l'allongement des sorties longues, avec un volume de course élevé. C'est la même logique chez le pratiquant de force athlétique qui va souvent d'abord passer par une phase d'accumulation avec davantage de répétitions et du renforcement musculaire varié et global. Il va pouvoir ensuite transitionner vers un bloc davantage orienté sur la force avec des charges plus lourdes, moins de répétitions et davantage de travail axé sur ses mouvements de compétition. Puis terminer enfin par un bloc de pic de force centré sur le développement de la force maximale
sur ses mouvements de compétition. Donc si même un coureur ou un powerlifter ne travaille pas toutes ses qualités toute l'année, c'est encore plus crucial pour un athlète hybride s'il souhaite performer à long terme. La périodisation est indispensable non seulement pour optimiser ta progression, mais aussi pour gérer ta fatigue et prévenir les blessures grâce à une variation de la charge d'entraînement et du stress imposé à nos différentes structures, muscles, tendons, ligaments, etc. Alors concrètement, comment faire ? Commence déjà par fixer tes objectifs principaux pour l'année. On va prendre comme exemple battre ton record au squat et courir un 10 km en moins de 45 minutes. Ensuite, fixe des dates précises pour ces objectifs. Si tes objectifs sont liés à des compétitions ou à des courses officielles, les dates, elles sont imposées par le calendrier. Mais si tu planifies ces objectifs toi-même, tu peux choisir des dates stratégiques. Si tes objectifs de force et de course sont indépendants l'un de l'autre, l'idéal c'est de les espacer de plusieurs mois. Dans ce cas, la périodisation est un peu plus simple. Tu mets davantage l'accent sur la force pendant une partie de l'année, puis sur l'endurance pendant d'autres parties. Par contre, ça ne veut pas dire éliminer totalement l'endurance pendant la période de force et vice-versa. Ton programme, il reste hybride, mais en fonction des blocs et des périodes, tu vas jouer sur les curseurs. Par exemple, en phase de préparation pour le 10 km, la course pourrait représenter 70% de ton volume hebdomadaire contre 30% pour la force. Puis à l'approche de ton objectif de force, tu inverses progressivement la répartition. Si tes objectifs de force et d'endurance tombent à la même période ou si tu souhaites en faire un défi combiné, la logique est la même, mais la périodisation sera évidemment un petit peu différente. Tu vas structurer ta préparation en blocs successifs, en allant du plus général vers le plus spécifique et en te concentrant à chaque étape sur un nombre limité de qualités. Sur une préparation de 4 à 6 mois par exemple, tu pourrais découper ton entraînement en 3 grandes phases. Tu peux par exemple commencer par un bloc général pour construire ta base. En endurance, tu vas surtout travailler à basse intensité avec une augmentation progressive du volume et un accent mis sur ta technique de course. En musculation, ton travail pourrait être davantage orienté sur l'hypertrophie avec des séries de 6 à 12 répétitions et une variété d'exercices avec un accent sur le volume et la qualité. Ensuite, tu pourrais passer à un bloc d'intensification où tu introduis des séances plus intenses. En course, tu vas ajouter davantage de séances d'intervalle pour augmenter ta capacité aérobie et élever ton plafond de performance. Et côté force, la fourchette de répétition va progressivement baisser, les charges augmenter et tu vas davantage te concentrer sur les mouvements qui soutiennent ta progression au squat. Enfin, tu peux terminer par un bloc spécifique pour te préparer précisément à la performance visée. Ça veut dire qu'en course, tu vas travailler principalement ton allure 10 km et en musculation, te focaliser presque exclusivement sur le squat avec des charges lourdes, proches de ton max, sur des séries très courtes et un minimum de travail accessoire. Si tu choisis de réaliser un défi combiné, tu devrais aussi durant cette phase pratiquer l'enchaînement squat lourd et course à allure 10 km dans la même journée. Et bien sûr, avant le jour J, tu prévoiras aussi une courte phase d'affûtage pour récupérer et arriver frais le jour de la performance. Il y a évidemment différents types de périodisation possibles et ceci n'en est qu'un exemple. Mais pour progresser dans ta pratique hybride, il te faut une vision stratégique pour savoir quoi développer, à quel moment et accepter que certaines qualités soient en maintien pendant que d'autres sont en plein développement. La périodisation, c'est pas un luxe réservé aux pros, c'est vraiment un outil essentiel pour tout athlète hybride qui veut performer à long terme et sans s'épuiser. Donc tu sais maintenant comment fixer tes priorités, comment organiser ta saison en bloc, comment garder un volume adapté à ta capacité de récupération et pourquoi tu dois intégrer des journées faciles ou des journées de repos dans ton programme. Et pourtant, tu galères encore à faire rentrer tous tes entraînements dans ta semaine. C'est justement la 4e erreur. C'est une erreur qu'on fait presque tous quand on essaye de se créer un programme d'entraînement. Très souvent, on planifie automatiquement nos entraînements sur la base d'un cycle hebdomadaire de 7 jours parce que c'est ce qu'on connaît et que tout notre environnement social fonctionne selon ce cadre temporel. La semaine de 7 jours, c'est un cadre social qu'on est, dans la plupart des cas, presque contraint d'adopter, autant dans notre travail que dans nos loisirs. Et presque machinalement, on applique cette même structure à notre entraînement. Et ce cadre, bien entendu, il a des avantages. Il permet d'ancrer des routines et des repères. Par exemple, le lundi, c'est entraînement de force, le mardi, c'est natation, le mercredi, c'est séance d'intervalle au stade d'athlétisme, etc. Ça donne de la structure, ça rend l'entraînement plus prévisible et ça facilite notre organisation personnelle. Mais ce cadre n'est pas toujours optimal ni toujours adapté à l'entraînement hybride. Parce que quand on combine plusieurs disciplines, on multiplie le nombre de qualités physiques à entretenir, les types d'efforts et d'intensité à gérer. Et même si grâce à la périodisation, on ne développe pas toutes nos qualités en même temps, on doit quand même maintenir un minimum de stimulation dans chacune des disciplines et des domaines. Force, endurance, vitesse, agilité, etc. Et c'est précisément là que les choses peuvent commencer à bloquer.
Parce que si tu n'as que 3 ou 4 créneaux dans la semaine pour t'entraîner, tu vas forcément devoir faire des choix. Et très souvent, par peur de ne pas en faire assez ou de perdre une qualité, tu vas essayer de tout caser dans une semaine. Résultat, tu combines des séances de force avec des séances d'intervalle à haute intensité qui finissent par nuire à la qualité de tes séances. T'enchaînes les séances difficiles sans laisser de place aux séances faciles, pourtant indispensables. Tu ne laisses pas assez de place à la récupération. Tu mélanges trop de stimulations différentes de façon trop rapprochée et ton corps ne reçoit pas de signaux clairs pour s'adapter efficacement. Au final, tu fais beaucoup, mais tu épuises ton corps et ton mental et tu progresses peu. En plus, cette logique hebdomadaire a un autre effet pervers, c'est que si tu rates une séance un jour, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu la recasses dans une semaine déjà pleine au risque de surcharger la suite de ta semaine, de perdre en qualité et de zapper la récupération ? Ou est-ce que tu la supprimes complètement au risque de négliger une composante importante de ta progression ? Alors évidemment, si tu manques en entraînement ponctuellement, c'est pas grave, ça changera rien à long terme. Mais si tu loupes systématiquement le même type de séance, c'est plus anodin. Tu fais l'impasse sur une brique essentielle de ton programme. Mais en réalité, rien ne t'oblige à tout faire tenir dans une semaine de 7 jours. Ce cadre, il est arbitraire et notre physiologie, elle n'est pas réglée sur un calendrier hebdomadaire. Bien sûr, si ton emploi du temps te permet de t'entraîner suffisamment et de caser naturellement tous tes entraînements sur 7 jours, sans forcer, alors c'est parfait, il n'y a pas besoin de changer. Mais si ça coince, il ne faut pas se sentir prisonnier de ce cycle hebdomadaire. Il existe d'autres manières d'organiser tes entraînements. Par exemple, tu pourrais structurer ton programme sur la base d'un cycle, mettons, de 5 jours, avec un entraînement de force pour le bas du corps le premier jour, une sortie en endurance fondamentale le deuxième jour, un entraînement de force pour le haut du corps le troisième jour, une séance d'intervalle à haute intensité le quatrième jour, et le cinquième jour, repos. Puis tu recommences le cycle sans attendre la fin de la semaine. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple, là aussi totalement arbitraire. Ton cycle, il pourrait faire 6, 9, 10 jours, peu importe. Il faut simplement qu'il soit personnalisé en fonction de ton emploi du temps et des types d'entraînement que tu veux intégrer. L'inconvénient de ce système, c'est que les différentes séances ne tombent pas toujours les mêmes jours de la semaine, donc ça demande un petit peu plus de flexibilité et une certaine capacité d'organisation. Mais le gros avantage, c'est que ça enlève la pression du cycle hebdomadaire. Si un jour tu peux pas faire l'entraînement prévu et que tu rates ta séance, tu peux simplement décaler ton cycle et reprendre le lendemain là où tu t'étais arrêté. Une autre option, si tu préfères garder un système qui soit davantage ancré sur les jours de la semaine, c'est de planifier simplement des cycles de 2 semaines. Ça permet souvent de mieux répartir tes séances et d'éviter de tout devoir condenser dans une seule et même semaine. Par exemple, tu aimerais faire 2 séances d'intervalle par semaine, mais tu n'arrives pas à les caser. Tu devrais enchaîner trop d'intensité et tu vois pas quelle autre séance tu pourrais supprimer. Avec un programme établi sur 2 semaines, tu peux trouver un équilibre en en plaçant une seule la première semaine et 2 la seconde, et réduire légèrement une autre composante durant cette deuxième semaine. Tu peux aussi alterner l'accent mis sur la force et sur la course entre la semaine 1 et la semaine 2. Il y a certes des variations d'une semaine à l'autre, mais tous les 14 jours, tu répètes le même cycle, ce qui t'offre une certaine régularité et te permet de mieux équilibrer tes différents entraînements en gardant une récupération adéquate. Et ça, de nouveau, ce sont que 2 exemples parce que la structure parfaite n'existe pas. Il y a une infinité de possibilités et la meilleure structure, c'est celle qui s'adapte à ton emploi du temps, à tes contraintes, à tes priorités et objectifs du moment et que tu es capable de tenir sur le long terme. Donc si tu n'arrives pas à tout caser dans 7 jours, c'est peut-être tout simplement pas ton rythme et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est vraiment de construire une progression logique, durable et compatible avec ta vie. Mais structurer intelligemment son programme, ça ne suffit pas. Encore faut-il donner à son corps ce dont il a besoin pour récupérer et s'adapter aux entraînements. Et c'est justement la 5e erreur, ne pas manger suffisamment. Dans toute discipline sportive, pour performer et s'améliorer, une alimentation appropriée et suffisante est indispensable. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on pratique plusieurs disciplines comme la force et l'endurance, pour permettre au corps de récupérer adéquatement et rapidement et de s'adapter à la variété des stimulations produites. Dans un programme d'entraînement hybride, il y a 3 aspects nutritionnels auxquels il faut prêter particulièrement attention. La quantité totale de calories consommées, la quantité de protéines ingérées et le timing des glucides. Beaucoup de personnes qui commencent un programme d'entraînement hybride ne mangent pas suffisamment pour couvrir leurs dépenses énergétiques, que ce soit volontaire ou non. Soit parce qu'elles viennent du monde de la musculation et ont l'habitude de contrôler strictement leurs calories pour garder un physique sec ou dessiné toute l'année, et que dans cette pratique-là, souvent, l'apparence physique prime sur la performance. Ou alors parce qu'elles viennent de la course à pied, où on a parfois tendance à limiter les apports pour garder un poids bas, sans réaliser que ce qui est optimal pour une course, pour le jour de la performance, n'est pas nécessairement optimal pour la progression globale, en particulier quand on ajoute du travail de force. Si tu manges moins que ce dont ton corps a besoin, tu risques de perdre de la masse musculaire et de ne pas avoir les ressources énergétiques nécessaires pour soutenir tes progrès en force. Tu risques aussi de ne pas suffisamment
récupérer de tes entraînements, de ne pas pouvoir enchaîner tes séances avec qualité et de voir tes performances baisser et enfin dans le pire des cas de te blesser. La règle numéro 1, c'est donc de veiller à ce que ton apport calorique soit au moins équivalent à ta dépense énergétique si tu veux progresser à long terme en force et en endurance. Ensuite, les protéines sont elles aussi fondamentales, ce d'autant plus dans une pratique qui combine force et endurance. Les protéines sont les briques qui constituent nos muscles, et même si la force repose aussi sur d'autres facteurs, notamment nerveux, plus tu as de muscles, plus tu as un potentiel pour générer de la force. Souvent, les athlètes hybrides qui ont un passé de coureur ne consomment pas suffisamment de protéines pour soutenir leur nouvelle pratique de force, car leurs besoins de coureur n'étaient clairement pas aussi élevés. Un apport adéquat en protéines est essentiel non seulement pour réparer les fibres musculaires endommagées par les entraînements de force ou d'endurance, mais aussi pour activer des mécanismes anaboliques comme la voie moléculaire mTORC1 qui stimule la synthèse des protéines musculaires, c'est-à-dire la croissance musculaire. C'est d'autant plus important dans le cadre d'une pratique hybride car l'entraînement d'endurance peut dans certains cas atténuer la réponse anabolique de l'entraînement de force, un phénomène souvent appelé effet d'interférence. Si tu veux en savoir plus sur ce phénomène et les mécanismes physiologiques en jeu, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet, qui est très détaillée. Tu trouveras le lien en description. Les recommandations habituellement citées pour favoriser la croissance musculaire sont de 1,6 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps ou par kilo de masse maigre si on veut être très précis. Pour les athlètes hybrides, ça peut valoir la peine de viser le haut de cette fourchette, autour de 2 g par kilo par jour, surtout si ton volume d'endurance est élevé. Keith Parr, un chercheur en physiologie sportive, recommande même d'augmenter légèrement la quantité de protéines à mesure que le volume d'endurance augmente. L'idéal, c'est de répartir ta consommation de protéines sur la journée, par exemple 30 à 40 g de protéines par repas, et d'en prendre une portion juste après ta séance de force, surtout les jours où tu combines séance de force et endurance. Et bien entendu, la plus grande partie de cet apport devrait provenir de ton alimentation globale, aliments entiers, variés et de qualité, et non uniquement de poudre. Enfin, le tableau n'est pas complet si on ne parle pas des glucides. Les glucides sont la principale source d'énergie pour les efforts intenses, qu'il s'agisse de soulever des charges lourdes en force ou de faire des intervalles à haute intensité, comme des séances de VMA. Même si ton corps est capable d'utiliser des graisses comme source d'énergie, cette filière est plus lente et ne suffit pas pour maintenir une intensité élevée de manière répétée. Ce type d'effort repose en grande partie sur la production d'énergie au moyen de la filière anaérobie lactique qui ne peut pas fonctionner sans glucides. Je ne vais pas ouvrir ici le débat sur les régimes faibles en glucides ou cétogènes et leur pertinence pour ce type d'entraînement, mais ce qui est certain, c'est que plus les glucides représentent une faible portion de ton alimentation et plus tes entraînements sont intenses, plus il faudra consommer de glucides au bon moment, c'est-à-dire peu avant tes entraînements. Nos muscles et notre foie stockent certes des glucides sous forme de glycogène, mais ces réserves, elles sont limitées et elles peuvent s'épuiser rapidement, surtout quand le volume ou l'intensité augmente. C'est pourquoi le timing de consommation des glucides est important. Manger des glucides avant des entraînements intenses te permet d'avoir suffisamment d'énergie pour maintenir la qualité de ton effort et donc stimuler ton système adéquatement pour progresser. En résumé, manger suffisamment dans le cadre d'une pratique hybride, ça veut dire consommer suffisamment de calories pour subvenir à ta dépense énergétique, souvent accrue, ingérer assez de protéines pour stimuler ou au moins maintenir ton développement musculaire et absorber des glucides au bon moment pour soutenir les entraînements les plus exigeants et assurer la qualité de tes séances. Sans ça, tu risques de stagner, de t'épuiser ou même de te blesser, même si ton entraînement est très bien structuré. Maintenant, tu devrais avoir compris que pour progresser dans ta pratique hybride, en faire toujours plus n'est pas toujours mieux. La clé, c'est la progression, pas la surenchère. Un bon programme hybride, c'est surtout une question de stratégie. Donc ne te contente pas d'empiler des séances. Ne colle pas un programme de course sur un programme de force en espérant que ça passe, mais construis un vrai programme hybride. Pensez dès le départ pour combiner les deux disciplines qui tirent parti des synergies et qui se concentrent sur l'essentiel avant d'ajouter trop de volume. Assure-toi aussi d'avoir des journées faciles, vraiment faciles, qui te permettront de progresser sans t'épuiser, de récupérer adéquatement et d'être frais pour tes journées les plus difficiles et tes séances de qualité. Ne cherche pas à tout faire tout le temps au même niveau, sois clair sur les aspects que tu veux développer maintenant et accepte de mettre d'autres qualités en maintien pendant un temps. Ne te limite pas à la semaine de 7 jours si ça colle pas avec ton emploi du temps et tes objectifs. Ton corps ne connaît pas le calendrier. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir une logique de progression et un cycle à répéter, mais ce cycle n'a pas besoin de durer 7 jours. Et enfin, donne à ton corps les ressources nécessaires pour récupérer et s'adapter aux entraînements. Tu peux avoir le meilleur programme du monde, sans assez d'énergie, de protéines ou de glucides, tu n'auras pas les ressources nécessaires et suffisantes pour faire des séances de qualité et permettre à ton corps d'encaisser toutes les contraintes et le stress que tu lui imposes.
Alors, même si l'entraînement hybride semble plus complexe, plus difficile à gérer, en réalité, il ne demande pas plus de rigidité. Il demande juste plus d'intelligence, plus de stratégie en amont. Et surtout, comme toujours, le plus important, c'est la régularité. Boring! Eh oui, mais ça vaut la peine de le répéter. Même si ça paraît basique, le programme même imparfait auquel tu pourras te tenir de semaine en semaine avec qualité et constance battra toujours le programme parfait que tu n'arrives pas à tenir. Donc construis un système durable, adapté à ton emploi du temps, à tes contraintes, à tes objectifs. Entraîne-toi avec intention et tu deviendras très vite un ou une véritable athlète hybride. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé cette vidéo, que tu trouves de la valeur dans mon contenu et que tu as envie de me soutenir, je t'invite à mettre un j'aime et à t'abonner à ma chaîne. C'est vraiment le plus grand soutien que tu peux m'apporter parce que tout ce travail pour l'instant je le fais totalement gratuitement et de voir que ce que je produis, ce que j'essaie de transmettre, ça t'intéresse, ça t'est utile, ça t'inspire, et bien c'est vraiment ce qui me motive à produire toujours plus de contenu sur l'entraînement hybride. Et si tu veux recevoir des résumés écrits de mes vidéos avec les points clés à retenir et d'autres informations sur l'entraînement hybride, tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter dont tu trouveras le lien en description. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et en attendant, continue d'explorer ton potentiel. Ciao!